Eh ben, bonjour à tous. Voilà, on reprend un petit peu la vidéoconférence du mois dernier qui était un petit peu en vrac. Je veux dire par là que ça manquait pour une compréhension et puis surtout une mémorisation d'un plan un petit peu correct. Et là, j'ai changé le titre et ça s'appelle le tableau périodique des éléments Mendeleïev expliqué aux enfants. Chimie, alchimie, énergie. Et en fait, je vais vous demander de retrouver votre cœur d'enfant, votre naïveté et déjà comment dire? De m'excuser, par le fait que, pour des spécialistes, je ne vais pas être un spécialiste. Les pharmaciens sont des généralistes et je vais vous parler de généralité. D'autre part, c'est évident que, ayant fini mes études en 1979, je ne suis pas un spécialiste du quantique ni de la physique nucléaire. On va se borner à de l'alchimie, de l'ésotérisme et un petit peu d'énergétique. Heu, Mendeleïev était un génie. C'était un génie, à la fois comme chimiste, à la fois comme physicien, à la fois presque comme politicien. C'est lui qui a permis l'introduction du système métrique en Russie, entre autres. Il a beaucoup travaillé à Paris, il a travaillé en Allemagne, il a eu des grands prix aux États-Unis et le pouvoir russe, n'était pas très content et avait peur de la capacité qu'il pouvait avoir. Malgré tout, il a également, fait, du lobbying et c'est lui qui a relancé la production du pétrole en Russie, qui était bloquée par des histoires de concessions et de problèmes que l'on pourrait qualifier, de politique et d'économique. Mendeleïev est un génie parce qu'en fait, en jouant aux cartes, et c'est là où notre cœur d'enfant est intéressant, comme je pense que vous avez tous fait ce qu'on appelle des réussites, il a été capable de déterminer dans le cadre de cartes, il a eu cette vision dans la nuit, heu, d'abord, comment pouvaient fonctionner les éléments par rapport où on en était dans la science dans les années 1890, mais également à pouvoir prouver qu'il y a des éléments inconnus ou qu'il ne connaissait pas, pouvaient remplir à un moment des cases, dans le tableau de Mendeleïev. Ce tableau de Mendeleïev, je pense que c'est peut-être, l'équivalent de Léonard de Vinci parce que pour arriver c'est une Joconde en fait. Grâce à ça, on peut pratiquement tout prévoir, tout faire, tout comprendre et le propos de la conférence d'aujourd'hui, c'est d'aller peut-être un peu plus loin que le mois dernier, d'une façon plus simple, plus didactique, parce qu'on va s'appuyer sur, des diapositives et avec une organisation un petit peu plus, compréhensive. Bien que, c'était quand même bien, mais en vrac et il va y avoir des redondances par rapport à la conférence, précédente. Je m'en excuse d'avance, mais c'est pour peut-être arriver à écrire un livre, à sortir un livre sur, la conférence, d'aujourd'hui. Donc dans un premier temps, on va essayer de comprendre la création du monde parce que le tableau de Mendeleïev, comme vous pouvez le voir, en fait, au départ, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait, des, neutrons. Ces neutrons se sont transformés en protons plus électrons et ont fait l'hydrogène. L'hydrogène, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, l'hydrogène, en fait, l'atome d'hydrogène, c'est H, mais la molécule d'hydrogène, c'est H2, parce qu'il y a un électron qui se balade et les électrons qui se promènent sur la couche superficielle, ils n'aiment pas ça du tout. Donc en fait, le neutron s'est transformé en proton, le proton s'est transformé en hydrogène et l'hydrogène, en récupérant des protons, s'est transformé en hélium. Là, sur cette couche-là, vous avez que 2 éléments, que 2 atomes, que 2 qui peuvent se transformer en molécules, par exemple, par l'intermédiaire de l'hydrogène. Mais l'hélium, lui, s'autosuffit parce que comme sa couche superficielle est complètement saturée, et ben, l'hélium, c'est l'hélium sans avoir besoin de s'agglomérer avec personne d'autre. Mais cet hélium, que l'on pourrait qualifier de stable, il va pouvoir récupérer d'autres atomes d'hélium et il va pouvoir, par agglomération sur des milliards d'années, arriver à fabriquer la totalité de tous les éléments que vous avez sous les yeux.
La création du monde. Au départ, il n'y avait rien. Et le rien s'est séparé de lui-même, s'est reculé, a créé un vide. Et le vide, c'est dans toutes les, dans toute l'Antiquité, c'est dans toute la mythologie, ce vide-là va se remplir. Et en fait, ce vide, c'est un pot dans les Hébreux, et ce vide va permettre la création de pratiquement tout ce qu'on pourrait avoir besoin. Ce vide, si on le prend au niveau rien que des jeux de mots français, ce vide, si on enlève le D, c'est la vie. Si on alterne les lettres, c'est le divin. Et on va pouvoir aller regarder cette photo que j'adore, aller vers l'univers. Dieu qui touche Adam, mais l'univers, si on regarde autrement, c'est uni vers quelque chose. Et universel, sachant que le L dans beaucoup de langages, c'est Dieu. Donc uni vers Dieu, universel. Il faut toujours faire attention à beaucoup de choses et que le français est une langue extraordinaire parce que le français, qui est quand même historiquement l'héritier de la Grèce, qui est l'héritier des Romains, euh, mais qui est l'héritier aussi du gaulois et puis d'autres langues, va permettre un accès direct à des choses qu'on pourrait parfois ne pas tout à fait comprendre. Dans la mythologie grecque, vous avez Ouranos et Gaïa. Ouranos, c'était avant le temps. Saturne, c'est le temps. Ouranos, c'est le temps qui tourne. C'est Antoupein, c'est le tout. Hein. Ouranos, c'était le début et il s'est avec Gaïa, ils ont créé tous les autres dieux. Et donc là, c'est la mythologie grecque. Alors, dans la mythologie de la Mésopotamie, vous avez Gilgamesh, qui là aussi était un demi-dieu, mais un dieu quand même. Et en fait, il y a eu une lutte entre tous les dieux pour que Gilgamesh puisse avancer dans sa vie et se transformer. Un petit peu comme chez les Grecs, hein, où la guerre de Troie était quand même une guerre, effectivement, entre les Troyens et les Grecs, mais était également une guerre entre les dieux. Mais le dieu, c'est pas un véritable dieu, c'est un archétype, bien entendu. Il faut prendre les choses non pas à la lettre, mais avec ce que ça connote à l'extérieur. En Égypte, on retombe sur les mêmes choses. C'est, j'allais dire problématiques, mais ce n'est pas des problématiques. La création du monde en Égypte, sachant que 10 000 ans avant Jésus-Christ, ils connaissaient déjà les hiéroglyphes. Hiéroglyphes, ça veut dire la glyphe de Dieu, les écritures de Dieu. C'était réservé à des élites qui pouvaient communiquer et déjà transcrire des informations, mais également des histoires et également tout ce qui est généalogie depuis les premiers pharaons jusqu'au dernier. L'Égypte est une grande mémoire. Dans la mythologie égyptienne, vous avez Nout, le ciel, et Geb, la terre. Au départ, un petit peu comme on a pu voir chez les Grecs et ailleurs, Nout, le ciel, avec Geb, la terre, va engendrer au départ tous les dieux. En Chine, c'est pareil. En Chine, vous avez le Tao qui va nous permettre de comprendre. Et là, vous avez un petit truc sur l'essence du Tao qui est extrait d'une BD tout à fait extraordinaire sur le Tao, sur Lao Tzu, et qui est une interprétation différente de ce que a pu faire Confucius. Mais c'était souvent aux mêmes époques, en fait. 6e siècle avant Jésus-Christ, Lao Tzu et Aristote. Et même chez les Incas, les Mayas, au 6e siècle, c'était le début du calendrier maya. Chez les Hébreux, alors, ça nous a laissé, grâce à la Bible, des mémoires et puis juste des écritures. Alors, à travers l'écriture, il faut pouvoir lire à l'arrière de l'écriture. Il y a 4 niveaux minimum d'interprétation de la Bible et de la Torah. Toutefois, ces interprétations ont, au milieu du Moyen Âge, sur la France, sur
l'Espagne, mais également sur la Palestine, permis des interprétations qui ont été traitées dans le Zohar et qui ont été traitées dans des interprétations euh, euh, qui nous facilitent la vie, même si c'est quand même très compliqué. Alors, les Hébreux, ils parlent d'un tzimtzum, c'est-à-dire que Dieu s'est reculé de lui-même, il a créé le vide, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, à partir de rien. Et entre le rien et le vide, il y a un monde, le nôtre. Parce que le vide, il n'existe pas. Le vide absolu, c'est moins 270 degrés, moins 273. Mais on n'arrive pas, par nos techniques, et même le vide intersidéral est à moins 270. Ces 3 degrés de différence ont permis, par la rétractation et par la fabrication du mouvement, de créer la matière et donc notre monde. Notre monde actuel, celui que nous habitons et que nous voyons, mais il y avait avant notre monde 100 000, je dis bien 100 000 mondes qui existaient. Et c'est écrit dans la Torah, quand une lettre a voulu quitter son trône, Dieu lui a dit, ne quitte pas ton trône parce que tu viens de détruire 100 000 mondes. Mais ça, c'était avant de créer notre monde à nous. Tout ça, c'était intéressant. Cette contraction ou concentration, parce que dans un sens, il faut créer du vide pour le remplir, a créé le vide, mais l'espace, à l'intérieur duquel le cosmos. Cosmos, en grec, ça veut dire l'ordre. On a mis des choses en ordre, c'est-à-dire que les galaxies sont mises en place, nous avons eu notre Soleil, nous avons nos planètes qui tournent, nos satellites qui tournent autour du Soleil, et la Terre est un satellite qui tourne autour du Soleil. La tradition talmudique, le Talmud, et également, bien sûr, le Zohar et d'autres livres très spirituels issus de l'hébreu, ont permis de dire que Dieu se contractait en lui-même pour se loger en un lieu unique, le Saint des Saints du Temple de Jérusalem. J'irai plus loin. J'irai plus loin en disant qu'il s'est venu se loger en nous-mêmes, dans notre temple à nous, parce qu'il y a toujours une relation entre le microcosme et le macrocosme, c'est-à-dire entre le cosmos et l'homme et ce qu'on représente. Le Kaf est une lettre hébraïque, c'est elle qui a créé le Soleil. Elle préside aux réactions nucléaires qui donnent leur rayonnement, c'est cette force que l'homme manipule. Vous voyez le Kaf, en fait c'est comme un réceptacle, ça veut dire le pot, le pot. Donc en fait quand Dieu s'est retiré, il a créé un vase. Et Kaf veut dire un vase. Et donc, à ce moment-là, on a les réactions cosmotelluriques, c'est-à-dire que la Terre qui va naître de ce Soleil après la collision entre notre nébuleuse, la future galaxie de la Voie lactée, et la nébuleuse du Petit Sagittaire, va créer le temps, la masse et l'espace. Mais en très très peu de temps, c'est-à-dire c'est un Big Bang, c'est une explosion. Et tout ça, c'est création des créations d'une galaxie, et c'est très très bien expliqué à la fois dans la mythologie, mais dans peut-être la prochaine conférence que je vous ferai, qui sera plutôt axée sur tout ce qui est quantique. Aujourd'hui, l'aspect quantique, d'ailleurs, je ne vais même pas finir mes triades parce que je voudrais que mes conférences ne soient pas trop longues parce qu'en fait, après, c'est compliqué à le suivre. On a créé une galaxie par un Big Bang, c'est-à-dire qu'en un instant très court, un mouvement s'est créé dans un vide. Et de ce vide, il y a eu la création de ce qu'on appelle des neutrons. Les neutrons, par un mouvement très 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 rapide de tournoiement sur eux-mêmes, on va créer une portion qui va être positive et une portion qui va être négative à cause du mouvement. Hein, c'est un petit peu comme un moteur magnétique, et ce magnétique va créer de l'électrique, et l'électrique va éjecter des électrons de la couche superficielle. En éjectant un électron d'un neutron, on trouve un proton et un électron. Et c'est ça qui va créer les atomes. Et les atomes vont se réunir entre eux, et il va y avoir plein de réactions, soit électromagnétiques, soit chimiques,
jusqu'à la création de notre monde par la fabrication d'eau, plusieurs milliards d'années avant nous, qui va permettre la vie sur cette Terre. Vous voyez que les mouvements qui vont tourner et qui vont créer des vortex, c'est de ce mouvement-là que l'électron va être éjecté du neutron et qui va faire un neutron plus un proton plus un électron qui vont faire un atome. Et cet atome, en se reliant à d'autres atomes, va faire des molécules. Le premier atome, c'est l'hydrogène. L'hydrogène rencontre notre hydrogène, ça fait une molécule d'hydrogène H2. Cet hydrogène va accaparer des protons, et ces protons et ces neutrons vont transformer en hélium. Mais l'hélium va avoir sa couche saturée puisqu'il aura 2 électrons et normalement ne pourra pas s'unir à d'autres corps chimiques. Toutefois, par fusion, l'énergie du système est telle que la fusion, c'est-à-dire l'agglomération de particules les unes sur les autres, vont créer beaucoup plus d'énergie que beaucoup plus tard, quand on va avoir la fission, c'est-à-dire des grosses molécules qui vont exploser pour donner un tout petit peu d'énergie nucléaire, mais qui ne va pas être sans danger pour l'espèce humaine. Et j'espère que je ne vais pas être un oiseau de mauvais augure. Dans la science, ça revient au même, hein, c'est le Big Bang. À un moment, une énergie, un mouvement, une explosion va créer en quelques secondes l'univers, pas tout à fait au début, les molécules qui vont correspondre à l'univers futur. Tout ça, c'est énergétique. 2 nébuleuses se rencontrent. Il y a eu même si c'était très diffus, hein, c'était des nébuleuses. Mais quand la Voie lactée rencontre une autre nébuleuse qui vient le petit Sagittaire, il va y avoir un amas de matière, et qui va justement créer des milliers de soleils, dont le nôtre. Et donc, nous sommes une partie de la Voie lactée. Donc, notre Soleil fait partie de milliers, de centaines de milliers de soleils de la Voie lactée, mais également d'autres choses. À terme et dans longtemps, la nébuleuse et la Voie lactée, parce que la masse attire la masse, la Voie lactée est en train d'attirer la nébuleuse d'Andromède et la galaxie d'Andromède. Dans plusieurs dizaines de milliards d'années, eh ben, tout va exploser encore à nouveau parce que la Voie lactée va rentrer en collision avec Andromède et Andromède va faire que un nouveau monde, c'est évident. Donc, dans la science et dans tout, vous avez le temps, la matière et l'espace. C'est un vecteur qui va faire que, à ce moment-là, arrive Uranus, c'est fini. Le temps, c'est Saturne. Et le temps est compté. Mais il est compté dans un espace et dans de la matière. Je vous parlerai la fois prochaine du quantique et en fait, vous verrez qu'une grande partie de tout ce que j'ai pu raconter, que je vais vous raconter aujourd'hui sur les couches superficielles de l'atome et tout ça, sont déjà remis en question par le quantique. D'ailleurs, au départ, des couches superficielles. Vous voyez l'électron qui se balade là. Il y a 2 électrons. On est donc sur un noyau avec d'hélium. Avec 2 électrons, c'est de l'hélium. Ah non, il y en a plus, pardon, je ne vois pas tout sur la photo. Il y en a 3, donc s'il y en a 3, on n'est pas sur l'hélium. Mais cette accumulation de matière va s'accumuler sur des milliards d'années pour arriver à pouvoir lire le tableau de Mendeleïev du plus simple au plus compliqué. Vous avez l'hydrogène. En fait, l'hydrogène, je parle là de l'atome, hein, pas de la molécule. Il y a un électron qui se balade, un noyau qui contient un proton, mais entre l'électron qui se balade et le proton, il y a à peu près un vide incommensurable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on parlait tout à l'heure que le néant s'est transformé en vide, mais même si vous êtes assis sur une chaise, vous êtes encore sur du vide. Vous tapez sur la table, vous êtes encore sur du vide. Vous prenez un coup de marteau, c'est quand même du vide. Parce qu'en fait, tout est vide, à la fois dans l'atome, mais également à l'intérieur de ces atomes et même
de nos galaxies. Déjà au VIe siècle avant Jésus-Christ, Démocrite et Pionne avaient pressenti le fait qu'un atome ne pouvait pas se couper. Atomiste, atome, ça veut dire qu'on ne peut pas couper. Alors, c'était une vision qui était déjà très avancée pour l'époque, puisqu'on était encore sur des notions de matière et qui étaient très, très mythologiques. Et en fait, aussi bien chez les Grecs que chez les Chinois, et même les Égyptiens, on a commencé à pouvoir dire que la matière était constituée de plus petites particules qui existent et qu'on ne pouvait pas couper. Donc vous avez les atomistes grecs et vous avez en Inde, au même moment, en même temps, ce qu'on a appelé les Vestraja Veda, pardon. Et en fait, ça a été repris. Le maître, il s'appelait Vestrasal, et puis donc Veda, c'est ce qu'il a pu écrire dessus, et il a développé la même théorie des atomes, mais c'était en Inde, et c'était à la même époque que Démocrite. Atome qu'on ne peut pas couper. Ça, c'était avant. Après, on a coupé l'atome en ayant découvert l'électron, en ayant découvert le neutron et le proton. Et puis maintenant, on a trouvé des particules qui sont inférieures en taille aux neutrons, protons, électrons. Alors, après, on a trouvé des électrons qui tournaient dans un sens et d'autres dans d'autres sens, donc spin positif, spin négatif. Et je vous parlerai des molécules, des particules qui constituent l'atome, qui sont en fait des éléments quantiques et qui sont de la recherche pure, sachant qu'une grande partie de ce on explique aux étudiants à l'heure actuelle, aussi bien au lycée que dans les facultés, sont un petit peu faux parce que déjà dépassés par toute la science quantique. L'atome d'hydrogène par accumulation de neutrons va se transformer en hélium. Mendeleïev avait dit qu'il devait exister des particules beaucoup plus petites que l'hydrogène et l'hélium. Et il aurait trouvé ça par spectroscopie à l'intérieur du Soleil. C'est possible, mais c'est peut-être juste des neutrons qui sont activés. En attendant, c'est plus léger que l'air. La fusion dégage beaucoup plus d'énergie que la fission. C'est-à-dire que la fusion, en fait, vous accumulez des protons, des neutrons et tout ça, et vous créez une énergie avec des photons qui explosent à chaque moment. Parce que chaque fois qu'on va créer une molécule ou un atome beaucoup plus gros, on va libérer des photons et de l'énergie. Alors le Soleil, il brûle des dizaines de milliers de tonnes par minute d'hélium et d'hydrogène. Il a une température que je ne me souviens plus, mais qui est énorme et qui va permettre la libération d'isotopes du fer, d'isotopes du magnésium, d'isotopes de nickel, et qui vont s'accumuler dans la matière intersidérale pour des fois retomber sur Terre. Alors, sidéros, c'est le ciel, hein, sidéral, c'est le ciel, mais en fait, les premiers Grecs récoltaient les météorites à base de fer, et c'est pour ça que le fer s'appelle sidéros. Hein, si vous avez trop de fer dans le sang, vous avez une hypersidéro. Ouais, bon, on verra après. Si il vous en manque, vous êtes en hyposidéro. Mais en fait, c'est ce fer qui est fabriqué au niveau du Soleil et qui va créer petit à petit, par accumulation, les planètes. Et les atomes deviennent de plus en plus lourds à mesure qu'ils avancent. Au bout d'un moment, on arrive sur la dernière couche de l'atome, on va se retrouver avec des molécules instables parce que trop lourdes. Et si elles rentrent en contact l'une avec l'autre, à ce moment-là, on va plus pouvoir avoir fusion et ça va faire le contraire, ça va faire une fission. Fission, ça veut dire couper. Et par exemple, le plutonium, quand il va se couper en une partie des ions argent et avec pas mal quand même d'isotopes. Un isotope, c'est quoi par rapport aux atomes normaux? C'est qu'ils ont le même numéro atomique, c'est-à-dire le même nombre d'électrons et de protons, mais ils n'ont pas le même nombre de neutrons. Et ces neutrons vont alourdir énormément, c'est pour ça qu'on parle d'uranium enrichi,
vont alourdir énormément l'atome et qui va faire que dès qu'il va être en contact avec une concentration trop grande, va risquer de faire une explosion. Cette explosion s'appelle la fission et c'est cette fission qu'on utilise dans nos centrales atomiques pour récupérer de l'énergie. Là, donc en fait, ça revient un petit peu sur tout ce que je disais tout à l'heure, qu'en fait, il fallait euh, faire du mouvement pour fabriquer à partir du neutron, de proton plus un électron. Là, vous avez le Bohr. Le Bohr, il a une masse atomique de 5, ce qui veut dire que, pardon, un numéro atomique de 5, ça veut dire qu'il a 5 électrons, et s'il a 5 électrons, que vous voyez, c'est une vue de l'esprit. La première couche, il y en a 2, la deuxième couche, il y en a 3. Et c'est une vue de l'esprit, mais qui va permettre de dire que le Bohr contient, avec son numéro atomique, 5 électrons, donc 5 protons dans le noyau. Voilà, alors là, vous avez la masse complète, sachant que le Bohr, il est entre le beryllium et le carbone, et c'est un des premiers, comment dire, triptyque que je vais vous présenter. Hein. Le carbone, eh ben, en fait, c'est tout ce qui touche au physique. Le bore, on va dire que déjà, il touche un petit peu à l'âme parce qu'il va pouvoir se transformer aussi bien en carbone qu'en beryllium. Et le beryllium, c'est le béryl. Hein. C'est des pierres précieuses qui sont l'aigue marine et l'émeraude. Voilà, et donc ça va vous expliquer, mais vous allez voir un petit peu ailleurs comment ça se passe. Le tableau de Mendeleïev, il se lit de haut en bas et de gauche à droite. Bon, gauche à droite, c'est parce qu'on est habitué, il pourrait se lire de droite à gauche. En haut, vous avez des couches où il n'y a que possibilité d'avoir 2 électrons. Donc ça, c'est en haut. Et après, à mesure que vous allez descendre, la masse atomique et le numéro atomique vont augmenter, tout doucement, mais sûrement, pour avoir des couches superficielles d'électrons de plus en plus éloignées, mais qui vont permettre, par exemple, de pouvoir déterminer des valences. Sur la droite, complètement à droite, vous avez les gaz inertes, c'est-à-dire l'hélium et le fluor, pardon, ah, j'ai un truc qui se balade. Et en fait, c'est des gaz qui vont normalement pas rentrer, comme le néon, le xénon et tout, qui vont pas rentrer en réaction, puisqu'ils ont leur couche superficielle complètement saturée. Par contre, s'ils sont excités d'une façon électrique, comme un starter dans un néon de l'ancien temps, et ben en fait, ils vont libérer des photons, et ces photons vont faire de la lumière. Donc c'est pour ça que vous avez des lampes, des ampoules qui ont pendant longtemps fonctionné, mais qui utilisaient quand même pas mal d'énergie et qui sont maintenant de moins en moins à la mode. Alors après, si on va sur la gauche, à l'extrême gauche, vous allez avoir un électron qui se balade tout seul et qui a vraiment très très envie de rencontrer un endroit où il manque un électron. Donc vous allez avoir le sodium qui va aller avec le chlore et vous allez avoir la première rangée de gauche qui va s'allier à la dernière rangée de l'avant-dernière rangée de droite pour fabriquer des sels. Bien sûr, ça ne se fait pas tout seul et on va voir que même si ça se lie de haut en bas pour augmenter la masse atomique et de gauche à droite plutôt pour voir un petit peu les numéros atomiques et surtout cette notion de valence, la valence, c'est la façon qu'on peut avoir pour s'articuler vis-à-vis des copains pour, à partir des atomes, créer des molécules. Alors ça, c'était dans les années 1930. On avait quand même déterminé que les électrons se baladaient sur des couches qui étaient différentes. La première couche qu'on appelait K, elle pouvait avoir 2 électrons. La deuxième couche qu'on appelait L pouvait avoir 8 électrons au maximum. S'il en manque un, ça fait 7. Donc s'il en fait 7, on se retrouve sur le chlore et sur des choses qui vont chercher des électrons. Le N, alors le M, c'est 18 électrons. Le N, c'est 32, mais il faut savoir que chaque fois que vous rajoutez une couche, hein, sur la couche donc P à 72 électrons, la distance entre le noyau et l'électron est immense. Après, on sait très bien que
c'est comment dire, des probabilités de trouver un électron sur une couche, mais tout ça, ça bouge tout le temps. Et en plus qu'il y a des spins positifs et des spins négatifs, vous comprenez pourquoi la physique en ce moment et les théories qui fonctionnent sur l'électronique, avec énormément de vide entre tout ça, va permettre d'accéder au quantique, sachant qu'à l'heure actuelle, on ne parle plus de KLMNOP, on parle de quantique, c'est-à-dire là où le N, K c'est 1, L c'est 2, M c'est 3, N c'est 4, O c'est 5 et P c'est 6, etc. parce qu'on peut aller à plus que 72 électrons. Donc le quantique, maintenant, déjà, vous voyez, ce tableau, il est déjà complètement faux puisqu'on est parti sur le quantique et la tradition chimique veut ou physique, qu'on soit sur KLMNOP. Maintenant, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec des équations qui permettent de déterminer où se trouve statistiquement l'électron que l'on recherche pour faire des collisions dans les anneaux de particules. Donc toujours, donc positif, donc il manque des électrons, négatif c'est à droite, on a des électrons trop, mais quand on en a, eh ben, on va se trouver des copains pour pouvoir fabriquer des molécules à partir. Alors, ça ne se fait pas tout seul, hein. Si vous mettez un NH et un Cl tout seul même, alors si, s'il y a beaucoup de chaleur, des pressions et tout, on y arrive. Mais la Terre s'est créée petit à petit et en fait, il faudrait qu'il y ait un acide sur une base. Et cet acide sur une base, par exemple, si vous mettez de l'acide chlorhydrique sur de la soude, ça va faire du sel, le sel de cuisine, NaCl, et de l'eau. Les stalactites et les stalagmites, c'est de l'acide carbonique qui vient du carbone, CO2, hein, et on en a beaucoup en ce moment dans l'atmosphère, qui va, sur une molécule d'eau, fabriquer un acide carbonique avec de l'eau, qui va dissoudre le calcaire et qui va fabriquer des stalactites et des stalagmites. Mais tout ça a mis des millions d'années. Il ne faut pas croire que ça s'est fait en 5 minutes. Par contre, un NaCl plus eau, ben c'est quoi? Ben c'est la mer, les océans, l'eau et le sel. Et c'est le début de la vie qui va pouvoir se créer grâce à justement une concentration de sels minéraux dans de l'eau. Donc là, on sort de la mythologie, on sort de la science et on va aller vers la vie. Tout à l'heure, j'ai dit en introduction que la vie, c'est le vide sans le D. Est-ce que D, c'est Dieu? On ne sait pas. Alors, première triade. Regardez votre tableau de Mendeleïev que vous avez tous imprimé, bien sûr, avant. Vous avez la triade CNO. Bon, on aurait pu l'écrire CEN, mais ça faisait quand même un peu con, donc je ne l'ai pas faite. Et cette triade va permettre, par l'action de l'oxygène sur l'azote, de fabriquer des nitrates et des nitrites, et l'action de l'oxygène sur du carbone de faire du CO2. On est sur un début d'action sur une triade horizontale qui correspond à une vie organique. C'est-à-dire que CO2 et NO3 vont, vont permettre un démarrage de pH et vont permettre d'équilibrer, d'ailleurs on le voit bien, le CO2 qui s'accumule dans la mer fabrique de l'acide et qui fait que ça tue les coraux. Et le nitrate va faire partie de ces molécules qui sont dans l'air et qui vont nous embêter et qui sont dans l'eau et qui vont être encore pires. Alors sur cette triade, on va rajouter de l'hydrogène. L'hydrogène, il est en haut à gauche, il demande à s'allier avec tout le monde, hein. Il a son petit électron qui se balade et à ce moment-là, on va obtenir la réduction. La réduction, c'est l'action de l'hydrogène sur le carbone et sur l'azote, sur d'autres corps, bien entendu. Mais là, j'essaye de faire simple parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pour expliquer aux enfants. Donc là, on va obtenir CH4 et NH3. Et là, on va quand même avoir une soupe. On va avoir des éléments d'ailleurs que l'on retrouve. On retrouve de l'ammoniac et on retrouve du méthane dans l'atmosphère, enfin dans la stratosphère et même ailleurs que dans l'atmosphère, dans le vide intersidéral. Et à ce moment-là, si sur cette triade qui est devenue 4 avec l'hydrogène, on rajoute du phosphore, à ce moment-là, on va créer la vie. Parce que le phosphore va faire ATP et ADP qui sont de l'énergie.
mais ça va également créer la mémoire et qui va permettre à cette vie organique qui est en train de se créer d'avoir à la fois de l'énergie et de la mémoire. Et là, on est sur le début de la vie. Comment s'est formé le premier virus, comment avec le virus ARN, comment s'est formée la vie. On dit qu'il y avait une soupe dans de l'eau avec des colloïdes à base de silice et que des éclairs sont venus rajouter de l'énergie pour fabriquer les premières molécules d'acide aminé qui se sont associées pour faire les premières molécules de protéines qui se sont associées pour faire le début de la vie. Ça, c'était la vie organique avec le carbone. Juste dessous le carbone, on a une deuxième triade, le carbone, la silice et le germanium. Donc là, elle est verticale et elle est de haut en bas. Le carbone, c'est organique, on l'a vu. C'est le corps. La silice, c'est minéral. Tout ce qui est quartz, voire les silicones, mais ça, c'est un petit peu différent, mais ça n'empêche pas. Et en fait, c'est la chimie de la silice. Donc ça serait l'âme. Et après, vous avez le germanium qui est l'esprit. Il faut savoir que le germanium, si on l'allie à de la silice, c'est comme ça que vous avez des fibres optiques. Le germanium va augmenter d'une façon très importante la possibilité qu'ont les photons et l'information de passer par des âmes de silice et apporter l'information. On dit qu'on est passé de l'ère du poisson à l'ère du Verseau et que le Verseau, c'est la silice. C'est en fait la lumière, c'est le verre et tous les verres qui peuvent exister. Mais la silice minérale, ça reste de la silice, c'est du sable. Alors que le carbone, c'est organique. Ça permet de faire du charbon. Bien sûr, le carbone qui va s'allier d'une façon différente va faire aussi le diamant qui est le plus dur et euh, le plus dur de tout, de tout ce qu'on peut trouver dans la nature normalement, mais il est obtenu dans des concentrations et à des pressions et des températures qui sont tout à fait incroyables pour arriver à faire des diamants. Donc là, on est déjà sur le corps, l'âme et l'esprit. Après, vous avez une triade qu'on va qualifier d'alchimique. Pourquoi? Je vous ai parlé pour l'instant, je ne vous ai pas parlé du soufre dans le tableau de Mendeleïev, mais il faut savoir que le soufre est très avide. Il est très avide et il est très avide de s'allier avec beaucoup de métaux. Et là, on va tomber sur des minéraux. Alors, le soufre plus l'arsenic, il y a deux composés, on n'a pas écrit sur le tableau, mais c'est l'or piment. Le soufre plus le mercure, c'est le cinabre. Le soufre plus l'antimoine, c'est la stibine. Ils sont tous très, très, très toxiques. Mais l'alchimie, tout simplement, va être le travail soit par la voie du feu, la voie sèche, où on va brûler ces minéraux pour éliminer le soufre et obtenir le métal pur, ou alors on va pouvoir éliminer le soufre en le remplaçant par de l'azote, et là c'est le côté de l'alchimie qu'on va qualifier de voie humide, parce qu'on va récupérer l'azote. L'azote, c'est ce qu'on récolte dans la rosée du matin au mois de mai. C'est ce qu'il y a dans la neige, parce qu'en fait, quand il neige, ça apporte de l'azote au sol. Quand il neige, le sol va être beaucoup plus chargé en azote. Et ça va être également ce que certains alchimistes, surtout de Prague, vont récupérer les latrines, c'est-à-dire l'urine, parce que l'urine c'est de l'urée, et l'urée c'est de l'azote, et donc vont essayer de fabriquer à partir de cet azote des composés qui vont se rapprocher par l'intermédiaire d'acide organique, l'acétate essentiellement, mais également d'autres acides, mélangés à de l'azote pour fabriquer des éléments qui vont peut-être pouvoir se transformer petit à petit en éléments plus lourds et avoir des transmutations. Là, vous avez une chose qui est très très intéressante, c'est qu'en fait, il faut accepter, même si certains ont refusé cette vérité, parce qu'elle n'est pas scientifiquement prouvée, c'est la théorie des transmutations à faible énergie.
C'est Kervan qui a trouvé ça. Il a aussi travaillé sur des hologrammes, il a travaillé sur pas mal de choses. Et en fait, il se trouve que le calcium est le centre d'épiphénomènes qui vont pouvoir se transformer soit en magnésium, soit en silice, soit en barium, soit en sodium, tout ça par des transmutations très très simples. Il suffit que dans un élément, on rajoute deux, trois neutrons, qu'on enlève un électron et on se retrouve tout simplement vers des équivalents, mais qui ont été obtenus par des faibles énergies. On a des exemples, par exemple, de calcium et de magnésium. Si vous donnez à des poules absolument pas de calcium, et bien en fait, elles vont transformer le magnésium qu'elles peuvent trouver dans l'environnement en calcium pour faire leurs œufs. Il y a d'autres éléments avec les escargots, etc., où en fait, le calcium peut, dans certains cas, être obtenu à partir de magnésium. Dans le corps humain, quand on fait des calcul, c'est le calcium. Et en fait, quelqu'un qui pense trop dans sa tête va transformer le magnésium en calcaire, en calcium, et il va faire des calculs dans les reins, des calculs au niveau du foie, par transformation du magnésium en calcium. Et à ce moment-là, il va manquer de magnésium et il va avoir trop de calcium. C'est ce qu'on appelle faire des calculs ou ruminer. Ça dépend un peu comment on le réfléchit. Alors, dans les produits, je développerai d'autres triades le mois prochain. Le laboratoire dont je suis un petit peu l'auteur, et puis on fabrique des sels de Schussler qui sont l'action d'une acide sur une base, mais je vais beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ce sel qui est obtenu par l'action d'un acide sur une base, je vais le dynamiser, le végétaliser dans le minéral qui lui correspond. Par exemple, dans l'ortie, il y a beaucoup de fer. Donc, je vais prendre du ferrum phosphoricum, je vais le dynamiser dans de l'ortie. Ferrum phosphoricum va libérer par déchélation le blocage du fer qui ne rentre pas. L'ortie va amener du fer et on va avoir immédiatement une action sur les globules rouges et sur l'anémie qui en résulte. Un autre exemple tout bête, c'est également le natrum chloratum, qui est le sel de cuisine, qui est, si on en prend trop, qui va bloquer, qui ne va pas rentrer dans l'organisme avec tous les troubles que ça peut donner. Si on le dynamise dans du fucus qui en contient beaucoup, à ce moment-là, il va y avoir une homéostasie sur le natrum chloratum. S'il y en a trop, il sera éliminé. S'il n'y en a pas assez, il sera stocké. On a également, alors mon dada, c'est bien sûr tous ces oligoéléments, mais systématiquement que je vais dynamiser dans végétalisé dans un végétal qui lui correspond, parce que par exemple le soufre, on va le trouver dans l'ail, le chrome, il y en a dans l'aubier de tilleul, et là où on trouve le plus de sélénium dans la matière que l'on peut rencontrer, c'est dans le bolet. Le zinc et la myrtille vont avoir une action complémentaire et ils vont se dynamiser puisque le zinc va agir également comme bien sûr sur le pancréas pour l'insuline, il va agir sur les yeux et la myrtille est un hypoglycémiant. L'argent et la marjolaine parce que la marjolaine est un excellent antiseptique et etc. etc. L'iode et le cresson parce que l'iode et le cresson vont avoir une action sur la thyroïde et équilibrer l'action de la thyroïde. Donc Vecteur Énergie a une gamme complète de sel de Schussler, ça c'est l'homéopathie. Là, on est sur des oligoéléments, voire des macroéléments, sur les oligoéléments. Et puis, là, on est sur du beaucoup plus subtil, c'est-à-dire que la fleur de Bach agit sur l'émotion. On est toujours sur cette notion de corps, âme, esprit. Hein. C'est-à-dire que là, on est sur le corps, c'est-à-dire on est sur des carences, les oligoéléments. Et les fleurs de Bach vont agir sur l'âme, l'émotion dans la journée. Et on a toute une gamme complète d'élixirs minéraux qui vont être soit associés à la fleur de Bach, à l'élixir floral, soit indépendamment qui vont pouvoir apporter des éclairages un petit peu différents. Par exemple, sur le lithium et la lépidolite, sur le germanium, également sur le beryllium avec l'aigle marine. Et en fait, on va pouvoir apporter des éléments, par exemple de l'or avec
une calcopyrite aurifère. Et on va pouvoir savoir que ces élixirs minéraux vont pouvoir agir essentiellement sur le corps astral pour bloquer en amont toutes les maladies qui sont descendantes, génétiques, énergétiques, spirituelles. C'est pas pour rien que les évêques ont une améthyste et c'est pas pour rien que, en fait, c'est la, comment dire, dans une pierre précieuse, c'est tous les éléments qui n'ont rien à faire là qui vont donner des couleurs à la pierre. Et en fait, c'est les défauts qui vont créer la beauté et qui vont créer la pureté. Et en fait, si vous avez, euh, par exemple, le manganèse va être dans l'améthyste, etc. Et en fait, c'est la petite chose qui fait que la petite couleur va donner la couleur et l'éclat, mais également l'énergie. On peut le prendre en élixir minéral, j'expliquerai, ou je l'ai déjà expliqué, comment on fabrique des élixirs minéraux, mais on peut également porter une jolie bague, et cette bague va avoir une action. Et quand on n'en a plus besoin, on dit, ah ben tiens, ce bracelet, ça fait un mois que je ne l'ai pas mis. Mais en fait, c'est que vous n'avez plus besoin de ce bracelet. Donc, on a un tableau de correspondance entre les élixirs minéraux, les élixirs floraux, une entrée par les signes astraux et une entrée par les chakras. Je pense que ça fait partie d'une autre conférence, vous pourrez toujours aller la chercher. Ou alors, venir à mon stage du mois d'août, où je vais traiter les élixirs minéraux, les sels de Schussler et également l'ormusc. L'ormusc qui est un concentré d'oligo-éléments, de macro-éléments de sel de la mer morte, qui est obtenu par une précipitation de sel de la mer, d'une solution concentrée de sel de la mer morte par de la potasse. Il faut quand même faire attention à ne pas trop utiliser la soude, le sodium, parce que dans notre alimentation et partout, on a beaucoup trop de sodium. Le saucisson, il a que 7 ou 8 grammes. Vous achetez de la morue, c'est 100 c'est 15%. Dans le fromage, il y a trop. Et en fait, il faut essayer, malgré tout, d'éliminer un petit peu ce chlorure de sodium qui nous manquait, hein, parce que si vous mettez une pierre de sel à des vaches, elles vont aller lécher la pierre de sel parce que ça manque dans la nature normalement, dans notre nature que l'être humain reste un mammifère. Mais il faut quand même faire attention à diminuer notre concentration dans notre corps et donc dans notre alimentation du chlorure de sodium qui pour l'instant est quand même en excès. Alors, il y a des travaux encore plus puissants, beaucoup plus forts, hein. C'est des expériences qui ont été faites par la NASA sur des produits quantiques. Et en fait, si on met un mélange de carbone, de silice et de métal pas dans l'atmosphère, bien entendu, en orbite, eh bien, à ce moment-là, il va y avoir une modification quantique du métal qui va ne plus être uniquement chimique, mais qui va avoir des nouvelles propriétés pour pouvoir soigner. Et ça a été très étudié au niveau vétérinaire. Et je pense que c'est une des voies d'avenir pour traiter des problèmes qui ne sont pas des problèmes uniquement de récepteurs chimiques, où on est un petit peu en retard avec notre chimie et avec notre immunologie. Mais il faut savoir que notre ADN, c'est quand même une antenne et que cette antenne, elle réagit avec nos autres cellules par une synchronisation, une syntonisation. Et en agissant sur notre ADN, en agissant sur nos antennes, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens électrosensibles, on va pouvoir agir sur une matière différente. Et je pense que c'est, euh, au même titre que l'ormus, l'avenir pour traiter les problèmes actuels qui sont plus des problèmes énergétiques, des problèmes de pollution, des problèmes différents que ce que nos anciens ont pu rencontrer, qui étaient essentiellement des carences. Eh ben, je vous remercie. Ça, c'est la liste qu'on a pu trouver. J'écoute vos questions. J'espère qu'il y en a. Ça va aboutir. Alors, encore la fois prochaine, je vais traiter que les triades. Ça sera plus court. Mais ça va aboutir à un petit livre. Alors, rejoignez-nous sur YouTube parce que c'est retranscrit. Rejoignez-nous sur le stage du 15 août parce que c'est quand même entrer dans la matière. Il n'y a pas que le cerveau, hein, il faut toucher les choses puisqu'on est incarné. Et demandez éventuellement
à Mathieu qui a fait un excellent travail sur cette vidéo, de vous envoyer le compte-rendu, si vous le voulez, pour le conserver sans passer par YouTube. Merci beaucoup à tous. Vous pouvez aussi me contacter par mail, hein, sur jp.bonardel@vecteurenergie, ça se tient tout, y à la fin, point bio. Voilà. Ben, écoutez, merci de votre écoute. Et la fois prochaine, dans un mois, on va traiter uniquement les triades, parce que c'était beaucoup trop long de tout faire aujourd'hui. Merci à tous et à toutes.